Le grand reportage. Ils sont nombreux, ces jeunes Africains qui prennent chaque jour la route de l'aventure. Pour la plupart, des jeunes désœuvrés en quête d'un mieux-être sur le chemin d'un Eldorado illusoire. Si certains choisissent la voie de la Méditerranée, d'autres certainement plus nombreux, mais moins connus peut-être, sont victimes de traite de toute forme sous nos yeux, sans qu'on y prête attention. C'est le cas de ces jeunes filles nigérianes qui arrivent chaque jour par dizaines sur le sol ivoirien. Des jeunes filles à qui des passeurs vendent le rêve et qui se retrouvent piégées dès qu'elles franchissent les frontières ivoiriennes. Nous sommes allés au mois de septembre dernier sur les traces de ces adolescentes dans la région du Sud Komoué, porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Nous débarquons un soir dans un bar à Yamé, à 18 km d'Aboisseau. Plusieurs jeunes filles habillées dans des tenues très osées accostent chaque homme qui franchit la porte d'entrée. Nous n'échappons pas à la règle, mais très vite, notre contact explique aux jeunes filles les raisons de notre présence. Il les avait d'ailleurs prévenus plusieurs jours auparavant. Après un quart d'heure de briefing, elles acceptent de s'ouvrir à nous. De belles jeunes filles aux jambes effilées, très bien coiffées, une seule arrive à s'exprimer un peu en français. Elle se fait appeler Precious, mais nous savons pertinemment que c'est un nom d'emprunt. Precious est arrivée en Côte d'Ivoire à l'âge de 16 ans. Une dame avait réussi à convaincre sa mère au Nigeria de lui trouver un bon travail en Côte d'Ivoire, comme elle nous l'explique ici. C'est ma tante qui m'a envoyé. Elle m'a dit que travail boutique, gérer boutique, donc comme ça, les branches là, comme ça, il peut gagner un peu dedans. Donc, ça cause ça ici, revenir. Quand je suis revenu là, elle m'a mené dans le bus où on fait all là. Donc c'est là-bas même il m'a forcé pour faire travail. Elle a pris ma passeport. Quand les films de paix sont là, c'est ça il m'a laissé tranquille. Quel argent? Combien? 1 million. 1 million 50 000, ça il est payé. Mais 1 million, elle dit c'est pourquoi? Elle dit c'est forcé, tu as payé. Combien d'années tu as fait pour payer les 1 million là? C'est pas année, c'est 4 mois comme ça. Oui, parce que là-bas, là, c'est où on fait all là. Ça marche, donc il a fait ça vite. C'était combien? Quand tu dis ça marche, c'était combien? Souvent, quand il me donne 15 000 ou 20 000 comme ça, 50 000, 40 000, et là-bas, là, ça bouge. Precious est en réalité victime de la traite. Il ne faut pas confondre la traite et l'immigration clandestine tout court. On parle de traite des humains lorsque 3 conditions sont réunies. 1. L'action. C'est le recrutement de la victime, son transport, son hébergement. 2. Les moyens, c'est le rêve qu'on vend à la victime. Et 3. L'exploitation, on fait travailler la victime, mais on perçoit son salaire à sa place. Bakayoko Ahmed est coordonnateur d'un projet de lutte contre la traite à l'ONG SOS Exclusion. Il nous donne ici plus de détails sur le phénomène. La traite se résume en 3 éléments constitutifs. Il y a d'abord une action, les moyens utilisés par les passeurs. Et puis la finalité, c'est l'exploitation. Vous avez recruté la fille pour lui dire qu'il y a du travail. Vous la mettez à la débauche sexuelle. C'est vous qui récupérez l'argent. Elle vend son corps et c'est vous qui bénéficiez de cela. Vous voyez la situation de traite. Action qui consiste à recruter. Moyen qui consiste à lui dire qu'il y a du travail pour toi, du bon travail. La finalité, c'est de l'exploiter sexuellement. C'est vous qui bénéficiez de son exploitation sexuelle. Il est clair. Precious a été victime de traite, mais aujourd'hui, elle travaille à son propre compte avec l'illusion de gagner beaucoup d'argent pour retourner dans son pays. Depuis qu'il est fini de payer là, donc il m'a laissé tranquille. Donc moi aussi, je suis très égouré pour gagner, pour moi qu'il retourne dans mon pays. Tu regrettes d'être venu en Côte d'Ivoire? Je regrette parce qu'elle n'a pas me dit la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. Je travaille pour moi maintenant. Ici, le gars, c'est qu'il est là. Il a été, il est dans mon pays. Tu vas arrêter, arriver au pays, tu vas plus faire? Il n'a pas dit faire ça pourquoi dans mon pays, quoi. Hey God. Non. Le bar où travaille Precious est géré par un jeune homme. Il se fait appeler BCAO et bien connu dans la région. Il nous assure ne pas faire partie du réseau, mais propose tout simplement ses chambres de passe aux filles pour se faire un peu d'argent. Une activité qu'il exerce depuis longtemps. Au début, je partais au Ubarik là, à Gonzague, là, chercher les filles, venir. Maintenant, bon, le Ubarik est cassé. Donc,
Comme les filles connaissent ici longtemps, elles connaissent chez moi. Donc n'importe quelle fille qui s'en va, elle laisse le numéro à sa collègue pour dire ah viens à Yamé, il peut servir là. Puis c'est comme ça, c'est parti. Mais comment ça se passe quand elles viennent? Qu'est-ce que toi tu fais pour elles? Je donne la maison en location. C'est combien la location? Bon, elle me donne 2000 par jour. C'est pour elle. Ouais, mais parce que tout à l'heure, elles expliquent que dans ce genre de coin, elles travaillent, mais ce n'est pas elles-mêmes qui prennent l'argent. Quelqu'un d'autre prend l'argent. C'est le cas aussi à Yamé, non? Non, à Yamé, ce n'est pas le cas. Parce que ici, comme ça, peut-être qu'elles sont venues de quelqu'un. Voilà, la personne est venue avec elle. Il faut dire que bon, tu travailles, maintenant c'est moi, j'encaisse. Tu vois un peu. Voilà, c'est comme ça. Mais depuis que tu es là, est-ce que tu es tombé sur ce genre de cas à Yamé, dans la région ici? Non, pas encore. De retour à Aboissau, nous retrouvons Dominique Milan, activiste des droits de l'homme depuis 4 ans. Il travaille sur la traite des personnes. Il vient de créer une fondation qui porte son nom pour protéger les droits des victimes de traite et autres types de trafic. Aboissau est une ville frontalière située à 50 km du Ghana et donc une porte vraiment d'entrée et de sortie. Voilà. Mais comme vous connaissez les Ivoiriens, généralement les Ivoiriens sortent peu. Donc c'est nos voisins qui font beaucoup de mouvements vers nous. Et donc de ce fait de mouvement-là, comme ce sont les personnes qui sont victimes de traite et comme ce sont les personnes qui se déplacent, donc ce phénomène-là prend de plus en plus de l'ampleur. Ces 5 dernières années, il y a eu peut-être une trentaine de cas officiels. Et ça, ce n'est que la partie superficielle de l'iceberg. Donc ça passe à tout moment. Oui, ça ne fait que passer de manière clandestine. Pour la plupart, les organisations de la société civile sont à pied d'œuvre pour contrer le phénomène. C'est le cas de l'ONG SOS Exclusion qui tire la sonnette d'alarme. Bakayoko Ahmed. Nous faisons de la prévention sur ce phénomène. Nous nous sommes dit que nos sœurs, nos parents, nos frères, les jeunes Ivoiriens ou étrangers étaient victimes de traite aussi bien nationale que transnationale. Il fallait prendre notre bâton de pèlerin et sensibiliser sur la question. C'est pourquoi dans le cadre du projet que nous pilotons, le projet renforcement des capacités des ONG pour mieux lutter contre la traite des êtres humains en Afrique, en abrégé Récoltea, nous avons organisé des séances de formation à l'endroit des organisations de la société civile parce que nous avons estimé que ce sont de véritables relais auprès des populations qui vont permettre de faire passer le message, de dire aux populations ce que c'est que la traite, quels sont les 3 éléments constitutifs, quels sont les moyens d'exploitation, quels sont les indicateurs au niveau de la traite. Fin 2016, l'État de Côte d'Ivoire prend une loi pour lutter contre la traite des personnes. Une victoire pour les ONG, mais leur joie ne fut que de courte durée car l'application sur le terrain n'est pas encore effective selon elle. Dominique Milan. La Côte d'Ivoire a des beaux tests. Peut-être si on évalue la sous-région, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a des tests très élaborés, à la virgule près. Des tests vraiment bien rédigés. Mais malheureusement, l'applicabilité de ces tests-là vraiment fait que c'est comme si on n'avait jamais songé à écrire un test pour protéger qui que ce soit. Donc je suis désolé, effectivement, il y a beaucoup de lois, même la Constitution offre beaucoup de garanties, des tests ont été pris, des arrêtés ont été pris, mais on ne sait pas ce qui ne va pas. Les Ivoiriennes aussi sont victimes de traite sous d'autres cieux. Elles aussi sont plusieurs fois tombées dans le piège des passeurs véreux. En Tunisie, par exemple, notre pays est en tête des personnes victimes de traite selon un rapport de l'ONG Tunisie Terre d'Asile. Kwadio Adjo a été victime de traite en Tunisie. Elle est revenue au pays grâce aux actions conjuguées de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, et de l'État de Côte d'Ivoire. Des jeunes gens sont venus me dire, bon, il y a des voyages sur Tunis. Si tu es prête, si tu as 500 000, tu peux partir. Je dis, bon, ok, j'ai 500 000, mais comment ça se passe? Il me dit, bon, arrivez là-bas, vous allez travailler. Et puis, bon, celui qui va vous héberger, il va vous trouver un boulot. Vous allez travailler pour avoir du sou. J'ai sollicité des prêts pour partir et puis venir rembourser. C'est ainsi que je me suis lancée dedans. Elle se lance malgré l'avertissement de son époux. Elle part, laissant derrière elle un mari désemparé, des enfants inquiets. Mais pour elle, c'est le bon choix. En quelques mois seulement, elle pourrait changer la situation de sa famille. Mais le rêve s'arrête net à son entrée en Tunisie. Arrivé à l'aéroport de la Tunisie, il avait ses gars déjà en place. Et là, ils ont pris tout l'argent que j'avais sur moi et ils m'ont amené chez le jeune en question.
Arrivé là-bas, il m'a fait manger et puis j'ai dormi. Le lendemain, à 6 heures, il m'a réveillé, il m'a dit, bon, tiens, on va dans une autre ville. On allait à Sfax. Arrivé là-bas, et il allait me donner à une dame pour que je puisse travailler. Travail de ménage, et arrivé là-bas, ils m'ont mis en essai 1 à 2 semaines. Donc quand j'ai fini les 2 semaines, il est passé pour récupérer tout l'argent des 6 mois que je vais faire chez la dame. Et la dame lui a payé à mon insu. Et j'ai commencé le boulot chez la dame. 1 mois, 2 mois, je l'ai appelé, j'ai dit, mais madame, vous ne me payez pas. Il me dit, je t'ai déjà payé. J'ai dit, mais comment? Il dit, non, que tu dois. Celui qui t'a fait venir, il dit, tu dois. J'ai dit, non, moi, mais j'ai payé mon billet, j'ai payé mon argent, j'avais mon argent de poche, il a tout pris dans ma main. Et pourquoi il me dit, je dois? Et puis il a pris encore de l'argent avec la femme. Mais la femme, elle n'a pas été mauvaise. Elle m'a dit la vérité, que vous les Noirs, vous êtes méchants. À quel moment tu te rends compte que tu as été victime de traite en réalité? Franchement, je n'ai pas droit à voir dehors, à sortir même dans la rue. Je suis gardée dans leur maison pendant 5 mois. J'ai fait le travail, je dors là, je tourne là, je dors là, je fais tout là-bas. Et là, je dis, mais tiens, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Mais quand tu as un besoin, tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux rien acheter. Tu n'avais rien, tu n'as rien. Finalement, elle revient bredouille au pays et a perdu l'amour de son homme qui, entre-temps, s'est attaché à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle éprouve d'énormes difficultés pour joindre les 2 bouts. Autre pays d'accueil des victimes de traite, le Koweït. Nguessan Pakureta, qui habite le quartier Port-Boué à Abidjan, a connu le même calvaire là-bas. Elle a été recrutée au Bénin pour une aventure ambiguë. Moi, je n'ai pas demandé à voyager par le Koweït. C'est eux qui sont venus, les gars parlaient. Il m'a interpellé, puisqu'il me connaissait, il partait manger dans le restaurant de sa maman à Cotonou. Donc c'est comme ça qu'il m'a fait part de ça pour dire non, qu'il n'est pas intéressé par quelque chose. Il dit quoi? Qu'il y a un moment de voyage sur Koweït où vraiment c'est bien payé. Il m'a dit 600 000, ça dépend, 600 000 par mois. C'est un jossi, c'est-à-dire que c'est t'occuper des enfants de la famille. Ou bien soit vous faites le ménage, après une certaine heure vous rentrez dans vos appartements. Comme ça il m'a fait part. Il ne m'a pas dit les vraies réalités que j'allais trouver quand j'allais partir. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans ce qu'il a dit, ça m'a intéressé. Il a demandé à ce qu'on fasse nous-mêmes nos passeports, bilan de santé, tout ça là, ça c'était pour nous. Et puis il fallait qu'on lui donne un jeton parce que quand on doit t'envoyer au Ghana pour prendre le vol, ça c'est comme un transport, c'est pour eux quoi. Pour tout ce qu'ils ont dépensé, bon, je ne sais pas de quel réseau ils me parlaient, mais ils disent qu'ils avaient un réseau. Mais eux, là, un jeton pour qu'ils te mettent en contact avec ces gens pour que tu puisses voyager. Puisque c'est un gros jeton que tu allais avoir là-bas. Donc il fallait que tu donnes au moins un jeton. Ils ont demandé, moi, il m'a demandé 200 000. Elle se rend ensuite à l'aéroport d'Accra, destination le Koweït. Là-bas, elle sera vendue comme esclave dans plusieurs familles. J'ai vécu au moins dans 5 familles. Et c'est la dernière famille. C'est eux qui voulaient me tuer, qui m'ont gardé dans la maison. Parce que comme quoi, la dame a demandé à ce que... Parce que c'est les mêmes traitements qu'ils font dans la même maison. Et elle a demandé à ce que je lave son sous-vêtement. Elle faisait les mensonges, il a refusé. Et en partant, elle m'a tiré par mon habit, j'ai balancé sa main. Elle m'a giflé. Et moi, j'ai répliqué. Parce que je ne tenais plus. J'étais devenu rebelle. J'étais plus moi-même. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais étourdie. J'étais tellement stressée. Quand tu es malade, ils refusent de t'envoyer à l'hôpital. Il faut travailler avec ta maladie. Après avoir fait plusieurs fois la prison, elle quitte le Koweït sans ses papiers, enchaînée comme un vulgaire bandit. Le piège de la traite continue de faire plusieurs victimes. Selon l'instance des Nations Unies qui lutte contre la drogue et le crime organisé, l'ONUDC, c'est le 3e trafic le plus juteux après le trafic de drogue et le trafic d'armes.